Can you hear me? Yes. I'm highly honored and very grateful to have experienced the presentations this morning. I learn an awful lot whenever I'm in a conference like this one. I'm here representing an NGO, a civil society organization, Forward Germany, inspired by Forward in Great Britain, with whom I personally maintained friendship contact over the 10 or in fact 20 years which preceded our founding in 1998. I would like to focus specifically on bridges and give you some concrete examples of what our NGO has been doing, as well as a spin-off, an initiative which I have taken myself as a professor of literature. Forward Germany maintains active contact with the APDF in Mali via our ambassador from Mali to Germany, that's Fatoumata Siri Diakite. And in Mali, together, our two groups have run a youth caravan through 7 villages in Sego and produced a documentary. The documentary has been shown in Germany and is going to be shown once again in a second set of caravan presentations in the K region in Mali. We plan a series of events because we feel that continuation of a project once begun is a good idea. Other examples of bridges involve the work of the present Forward president. I was for 10 years in that position. Our present president is a best-selling author. Her name is Fatoumata Korn. She has written her autobiography in German. I translated it into English. It was published by the Feminist Press in 2006 and is now continuing to perform bridge work by being used as a class textbook in university courses. We also haven't said too much about academia, which I would like to touch on briefly. From the success of Fatoumata's book, I realized it's a translation. Not very much of the good, wonderful research that is coming out of Europe in languages other than English is actually available to English-speaking readers. For that reason, I founded a publishing company to take on this challenge. It's called Uncut Voices Press, and it is devoted to translating books on female genital mutilation from German, French, Italian, Spanish, and other languages. The first book is this one by the president of the European Network, founding president of the European Network, Kati Koita. When this book came out in 2005, it was almost immediately translated into 12 different languages, but had to languish until I founded my publishing company before an English version was considered appropriate. I think this has something to do with the many debates which we have heard regarding how to approach the issue. But Kati's book is a very, very promising bridge. Its themes are not only genital mutilation, but also forced and early marriage, the suppression or the disadvantage of women in the diaspora, especially living in France, and so on. One more example of bridge building is just another text. This was published by a Ghanaian, and it is my collaboration with the chair of the French department at the University of Ghana. This book is called Empathy and Rage, Female Genital Mutilation in African Literature, and very little has been said, is covered in the media regarding what the creative geniuses of the continent have actually produced on this subject. With my 1 minute, I will simply encourage anyone here with a manuscript on this subject to please approach me. I'm looking for manuscripts. I have about 30 seconds, and I will tell you what my 2 next books are. They are by Violet Buringi and Hilda Twonieri, Beyond the Dance, Voices of Women on Female Genital Mutilation, and Hubert Prolongeau, Undoing FGM, Pierre Faudès, the surgeon who restores the clitoris. Thank you. Thanks to a professor at this I think that we all heard about the advertisement at the end. We have a manuscript. Here's your lady who will help you translate it into a book, hopefully.
And then finally, I will give it to Tiki. Thank you. Excusez-moi, je vais prendre le plaisir d'utiliser la langue de Molière. Je suis journaliste et je dirige un network de journalistes spécialisés sur les questions des droits de l'homme, le développement et les affaires humanitaires de l'Afrique. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette réunion. Évidemment, même s'il n'y a pas beaucoup de journalistes dans la salle, nous suivons tous ces événements tous les jours parce que moi, ça fait 25 ans que je suis le système des Nations Unies avec tous ces problèmes. Excusez-moi de le dire comme ça. Je voulais vous parler de mon expérience, mais je pense que je vais d'abord parler des médias parce que beaucoup ont en quelque sorte blâmé le rôle des médias dans ce travail. Et si j'avais une recommandation à faire aussi bien aux ONG, mais surtout au système des Nations Unies, c'est de repenser très bien votre collaboration avec les médias. La technologie a évolué, il y a de nouveaux médias, il y a tout, mais vous devez vous rendre compte qu'au-delà de l'outil, il y a des hommes derrière. Dans certaines réunions, on entend des gens dire « we should use des médias ». Quand vous êtes journaliste, vous me dites qu'on ne peut pas utiliser un médecin de l'OMS. Quand on va voir son médecin, c'est parce qu'on est malade. Mais quand on dit « we should use des médias », on se sent un peu plutôt manipulé. Bon. Pendant les 10 ans que j'ai passé comme correspondant à l'ONU à Genève, j'avais constaté quelque chose, que les médias c'était plus un peu comme il y a une crise quelque part, bon, l'UNICEF a besoin d'argent, bon, alors on nous raconte tout en 1 minute, et puis on compte sur vous pour informer la communauté internationale parce qu'on a besoin d'argent, l'appel du fond. Mais ce n'est pas le travail d'un journaliste. Ce n'est pas du tout le travail d'un journaliste. Donc il faut vraiment que vous repensiez votre collaboration avec les médias. Ça, c'est une chose vraiment qui est très importante parce que aujourd'hui, avec les Twitter et tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de médias, mais il y aura peut-être très peu de journalistes et qui vont s'intéresser vraiment à vos sujets. En ce qui me concerne, j'ai d'abord une histoire qui m'amuse parce que quand je suis arrivée à Genève, j'ai trouvé Madame Krasvok avec son titre de son organisation. Ma première réaction, c'était de dire à mes amis, alors là, il y a une Africaine qui a emballé quelque chose. Je ne peux pas imaginer ce qu'il y a dedans. Les mutilations sexuelles. Parce que j'ai trouvé que le titre était tellement, je dirais pas diplomatique, mais très bien emballé, comité interafricain. Alors j'allais parler à quelques personnes qui la connaissaient déjà, qui m'ont dit oui, c'est une dame qui fait un très bon travail. Mais si je devais écrire un article à cette époque-là, il y a 17-18 ans, j'avais tout simplement intitulé Les mutilations sexuelles à l'ONU. Parce que je trouvais ça insolite. Le journaliste fonctionne avec l'insolite. Bon. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré le FGM dans les tribunaux. Parce que dans certains pays, on considère encore un journaliste comme les yeux, les oreilles, un observateur de la société. Et qu'est-ce qu'on me demande comme journaliste? C'est de faire une investigation, par exemple, sur un cas d'asile et de dire au juge, de lui donner les informations qu'il faut pour qu'il prenne une décision par rapport à une protection internationale ou pas. En une dizaine d'années, j'ai vu tous les cas. À un moment donné, je pensais que je connaissais le sujet par cœur, mais chaque cas a même toujours quelque chose de spécial. Il y a 2 mois, j'ai dû me simuler à une gamine à un bébé de 10 mois, parce que le bébé ne pouvait pas parler, mais il fallait faire comprendre au juge que le bébé n'est pas d'accord avec les pratiques de sa mère, et a accusé ce gouvernement de vouloir exposer un bébé aux mutilations sexuelles, un bébé qui est né en Europe. Bon, bref, le prix est fait. Pendant toute mon expérience, j'ai pu aussi, bon, je suis partie de ma formation de journaliste, mais j'ai vu les avocats comment ils fonctionnent. J'ai pu quelque part apprendre leur état d'esprit dans ce travail. Aujourd'hui, au début j'avais peur des juges, mais aujourd'hui je peux les embêter comme un avocat, comme ils peuvent m'embêter aussi. Et parfois c'est le juge qui dit à un avocat appeler cette dame si on a besoin de quelque chose. Alors, on a vu tous les cas, et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Au début, je rigole toujours, mais après, les gens me disent faites très attention, il y a des choses très importantes en Afrique, il ne faut pas rigoler. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour parler d'une expérience, mais je pense que j'avais appelé Mme Mazot, une jeune dame qui a dit qu'elle devait subir des mutilations de l'anus. Et ça, personne n'avait entendu parler. Je me suis retournée vers tout le monde pour savoir s'il y avait une pratique de mutilation de l'anus en Afrique. Je crois qu'il y avait une dame qui s'était élevée dans un pays à un moment, elle me l'a dit, on va arrêter de raconter des conneries. Mais dans le journalisme, il n'y a jamais de conneries. Donc j'ai appelé des gens qui avaient 60 ans de médecine qui m'ont dit je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais en fin de compte, quand je suis arrivée à la cour et que la dame m'expliquait, on devait lui faire une scarification dans les fesses en coupant la chair parce qu'elle avait commis de l'adultère et la punition pour l'adultère c'était d'avoir ce design, en fait c'est quelque chose d'assez compliqué, sur les fesses pour que tout homme
avec elle voit que c'est une femme de basse moralité. L'avocat a soutenu que c'était une mutilation parce qu'on coupait la chair. Mais alors, parce qu'elle était sur les fesses, est-ce que c'était une mutilation sexuelle? Et après, le juge m'a demandé de préparer un deuxième rapport sur le symbolisme de ce genre, plutôt que moi je l'appelle scarification, parce que je pensais que c'était une erreur de traduction. Et maintenant, quelle est la perception? J'ai interviewé mes collègues européens qui m'ont dit, bon, une femme qui a un design sur les fesses, voilà, l'expérience, c'est plutôt une bonne chose. Mais je vais expliquer que pour un homme africain, c'est plutôt une stigmatisation et il n'aura pas besoin d'utiliser cette femme. Donc, c'est un travail de journaliste. Je n'ai pas besoin de mettre des articles dans les journaux tous les jours. Les discours de docteur Sidibé ou qui que ce soit, ils sont tous là pour communiquer de presse. Notre capacité d'analyser tout ce que vous dites ici. Mais quand on les amène au preneur de décision comme un juge, on a l'impression qu'on est plus utile que d'écrire des choses dans les journaux comme Kitty après à la gare de Genève. Donc, je vous remercie.